Internautes de Radio Okapi, bienvenue à cet entretien exclusif que nous avons avec le représentant pays du FMI, M. Gabriel Léost, qui est dans le studio de Radio Okapi. Avec lui, nous allons parler du programme macroéconomique de la RDC, soutenu par la facilité élargie de crédit qui a touché à sa fin. C'était le 3 juillet 2024 lorsque le conseil d'administration du FMI s'est réuni et a approuvé les conclusions des services comptant pour la 6e et dernière revue de ce programme que le gouvernement congolais avait avec le FMI. Et cette 6e et dernière revue a permis le décaissement de 224,7 millions de dollars américains pour soutenir les besoins de balance de paiement de la RDC. Ce décaissement a porté à un total d'environ 1573,8 millions de dollars américains. Dans cet entretien exclusif avec Gabriel Léost, je le disais, il est le représentant résident du FMI à Kinshasa pour la RDC. Nous allons revoir les contours de ce programme de 3 ans, programme qui a commencé en juillet 2021 et qui s'est achevé le 3 juillet 2024. Ce programme arrive à bon port pour la toute première fois depuis que la RDC est dans un programme avec le Fonds monétaire international. Gabriel Léost, bonjour et bienvenue dans ce studio de Radio Okapi. Bonjour et merci pour votre invitation. Vraiment ravi de donner cet entretien à Radio Okapi. Voilà, merci beaucoup. C'est pour cet honneur que vous nous faites. La RDC arrive pour la toute première fois à conclure un programme économique avec le FMI. Quels sont les progrès et réformes qui ont permis de conclure l'ensemble de ces 6 revues qui interviennent chaque 6 mois? Ce programme économique du gouvernement de la RDC que le FMI a soutenu par son programme de facilité élargie de crédit. Quels sont les progrès et réformes que vous avez pu enregistrer pour les comptes de ce programme? Les progrès, je dirais, sont de 3 ordres, plus une raison supplémentaire que je vais évoquer à la fin. Le premier progrès, c'est une certaine stabilisation macroéconomique et financière. C'est-à-dire on a une gestion, j'allais dire, quotidienne des dépenses budgétaires, de la politique à la fois budgétaire et monétaire, qui a essayé d'être prudente, soutenir l'économie à la fois, mais d'être prudente pour maintenir une certaine stabilité macroéconomique. Ce qui n'était pas gagné, il ne faut pas oublier le contexte de ces dernières années. On part 2021, on est encore dans le contre-coup du Covid. Ensuite, on a eu divers événements. On a eu le déclenchement de la guerre en Ukraine qui a eu des impacts majeurs sur les prix de certains biens importés par la RDC. On a eu bien sûr la situation malheureusement qui perdure avec le conflit armé à l'Est. On a eu la volatilité des prix des matières premières. Donc, on a eu beaucoup d'éléments extrêmement compliqués. Et face à ça, on a eu un effort pour avoir notamment une gestion budgétaire coordonnée avec la gestion monétaire et pour éviter à tout prix ce qu'on avait pu voir dans le passé, ce qu'on appelle le financement monétaire des déficits, autrement dit, faire marcher la planche à billets. Cela ne se fait plus maintenant depuis 4 ans. Et depuis que la Banque centrale du Congo a signé le pacte de stabilité avec le gouvernement. Exactement. Et ce fameux pacte de stabilité est vraiment suivi. Et ça, c'est un grand acquis de ces dernières années. Donc peut-être tout le monde ne perçoit pas le résultat concret, mais ça veut vraiment dire que les autorités, le gouvernement s'est tenu, en gros, si je parlais comme un ménage, à ne pas dépenser plus que ses moyens, plus que ce qu'il avait en termes de recettes et de financement auquel il avait accès. Donc ça, c'est le premier progrès qui a permis la conclusion des différentes revues. Ça n'a pas été sans difficulté par moment, mais on a eu quand même cet effort permanent et qui a mené quand même à une croissance qui est restée forte, à des déficits qui ont été maîtrisés, entièrement financés, sans avoir recours à ce financement monétaire. La deuxième type de progrès, là, c'est plus lié à toutes les réformes qui ont été mises en œuvre du côté de la Banque centrale. À la fois pour la politique monétaire, le cadre de cette politique monétaire, les instruments qui sont mis en œuvre, notamment pour essayer de limiter l'inflation, de lutter contre l'inflation. Mais au-delà de ça, beaucoup de réformes aussi qui sont parfois techniques, pour laquelle la Banque centrale bénéficie aussi de beaucoup d'assistance technique.
et qui ont trait à la fois au fonctionnement de la Banque centrale, à sa gouvernance, au fonctionnement des marchés financiers, pour essayer de permettre au crédit bancaire, pour l'économie de mieux se développer, pour permettre plus de stabilité financière. Donc ça, c'est vraiment le deuxième progrès. Le troisième, enfin, c'est la gouvernance et la transparence en général, et en particulier pour le secteur minier. Il y a eu quand même des progrès en termes notamment de publication des contrats miniers et de leurs avenants. Récemment encore, le fameux avenant du contrat chinois, Sicomine. Exactement. Et au-delà de ça, d'autres contrats. Et aussi, j'allais dire, une réactivation, ou en tout cas un soutien plus poussé que par le passé aux activités des organismes de contrôle, comme la Cour des comptes, comme bien sûr l'inspection générale des finances, etc. Alors, ce programme, vous avez promis un autre programme, mais vous allez en parler à la fin. C'est ce que vous avez promis. Je peux le dire tout de suite si vous le souhaitez. Avec plaisir. Oui. Vous avez ces trois progrès qui étaient en gros les trois principaux objectifs du programme du gouvernement soutenu par le Fonds monétaire international. Mais ce que je voulais rajouter, c'est que cela n'aurait pas été possible sans une autre condition qui était un engagement sans faille des autorités au plus haut niveau. Et quand je dis au plus haut niveau, c'est le président de la République lui-même qui en avait fait une priorité de son mandat, et derrière lui, la troïka politique, comme on dit, avec la gouverneure de la Banque centrale, le ministre des Finances, le ministre du Budget, et à sa suite, l'ensemble du gouvernement, bien sûr, avec le Premier ministre, maintenant la Première ministre, et tout le gouvernement, toutes les autorités. Ça a permis vraiment, dans des moments où on était confronté à une difficulté, une réforme qui tardait, un problème de politique économique à rectifier, d'avoir toujours ce dialogue, d'avoir une réaction rapide des autorités, et donc d'éviter ce qui aurait pu faire que le programme aurait déraillé. Et donc d'arriver, comme vous l'avez dit, à tous ces efforts conjugués ont donné les résultats qu'on connaît aujourd'hui. La RDC est arrivée à conclure un programme pour la toute première fois avec le FMI d'alors. Nous disons que ce programme est arrivé à terme avec la satisfaction aussi bien de la RDC que de vous, FMI. Cependant, des défis persistent. Les conclusions de cette 6e revue le disent. Il y a des défis qui persistent au-delà de ce programme. Les conclusions ont fait part des atteintes des objectifs qui ont été atteints et ceux qui sont encore en suspens. Le FMI parle aussi des performances globalement positives réalisées dans le cadre de ce programme, avec la majorité des objectifs qualificatifs atteints et des réformes clés mises en œuvre, bien qu'à un rythme lent. Quels sont ces défis qui persistent, M. Leost? Alors, les défis sont nombreux. Et la première chose, c'est qu'il n'est pas étonnant que tout ne soit pas réglé en 3 ans. Je pense que les autorités, le gouvernement sont conscients des efforts à faire à moyen terme pour réellement créer les conditions d'un développement économique soutenable et rapide en RDC. Les défis qui persistent, comme je vous l'ai dit, il y en a beaucoup, mais si on reprend un petit peu les 3 axes que j'ai cités tout à l'heure, d'un point de vue budgétaire, il y a eu beaucoup de progrès faits en termes de crédibilité côté recettes. Si vous voyez un petit peu depuis 3-4 ans les budgets tels qu'ils ont été votés, l'enveloppe globale de ressources en termes de recettes a été plus ou moins atteinte, voire dépassée certaines années. Donc on a eu une certaine crédibilité pour l'enveloppe totale du budget. Par contre, côté exécution budgétaire, c'est là qu'on a encore beaucoup de difficultés et de défis. Ça touche au choix des dépenses, aux contraintes qu'on a pour ces dépenses. Il y a des contraintes forcées. On a parlé tout à l'heure de la guerre, du conflit armé à l'Est, qui occasionne des dépenses qui n'étaient pas prévues dans le budget et qui nécessairement, à enveloppe budgétaire inchangée, créent des arbitrages compliqués. Au-delà de ça, vous pouvez avoir dans certains cas des dépenses courantes, salaires, mais pas seulement, qui sont trop élevés par rapport à d'autres dépenses, des dépenses sociales, des dépenses d'éducation, de santé, des dépenses d'investissement. On parle toujours du besoin majeur d'infrastructures dans ce pays. Donc ça, c'est la qualité de la dépense. Et donc un des grands défis reste cette amélioration de la qualité de la dépense. Et une partie de la réponse, c'est l'amélioration de la chaîne de la dépense.
qu'il y ait une crédibilité, un suivi, une rigueur, pas seulement côté recettes, mais côté dépenses. Donc ça, c'est un premier axe de défi qui persiste. Côté monétaire et financier, on voit que l'inflation est encore là. Le marché de change, lui aussi. Qu'il y a des pressions sur le marché des changes. Et ça, c'est un sujet difficile parce que ça ne se résout pas d'un claquement de doigts. Beaucoup de choses sont faites. Il y a des efforts importants en termes de coordination de la politique budgétaire et de la politique monétaire parce que si les dépenses ne sont pas bien prévues, si les dépenses ne sont pas bien annoncées, discutées, dans des plans de trésorerie qu'on remet à jour régulièrement, et la Banque centrale, malgré sa bonne volonté et les moyens techniques dont elle dispose, n'aura pas toujours les moyens de réagir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est donc vraiment de donner les moyens à la Banque centrale d'agir, mais aussi d'avoir conscience que la Banque centrale ne peut pas, même si c'est un de ses mandats, bien sûr, de limiter l'inflation, elle ne peut pas d'un coup de baguette magique limiter les pressions sur le taux de change, limiter les pressions sur l'inflation. Pour cela, on a besoin aussi de réformes à moyen terme, et la première, c'est la diversification économique. Si vous avez des pressions sur le taux de change et l'inflation, c'est aussi beaucoup parce que, malheureusement, aujourd'hui, la RDC importe énormément de produits. Oui. Peu de choses sont produites localement. Et ça crée des pressions. Donc c'est pour ça qu'il est très important, et c'est un des objectifs majeurs des autorités, du président de la République et du gouvernement, la diversification économique, en premier lieu le secteur agricole, et tout ça nécessite des investissements dans les infrastructures notamment, d'où on revient aussi à ce défi de l'amélioration de la qualité de la dépense. Et nous allons revenir justement sur le rôle de la Banque centrale du Congo vis-à-vis du marché d'échange et de l'inflation. Mais bon, puisque quelques défis persistent encore, et comme on dit, l'appétit vient en mangeant, après la conclusion de ce programme de 3 ans qui a commencé en 2021, qui est clôturé en 2024, est-ce que le FMI peut encore envisager rentrer dans un nouveau programme avec la RDC ? Alors tout à fait, mais en fait je renverserai un petit peu la façon dont vous présentez les choses. Je vous en prie. Ce n'est pas le FMI qui envisage d'avoir un nouveau programme avec les autorités. Accepterait un nouveau programme. Exactement. C'est les autorités qui envisagent que leur programme économique continue d'être soutenu par le Fonds monétaire international. Et s'il en arrivait ainsi ? Alors, tout à fait. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, les autorités ont déjà fait part de leur intérêt à poursuivre leur engagement avec le FMI, à ce qu'on discute d'un nouveau programme soutenu par, ça pourrait être une autre facilité élargie de crédit ou un programme de ce type. Et aussi, les autorités ont demandé parallèlement à bénéficier de financements supplémentaires au titre d'une nouvelle facilité qui s'appelle la facilité de résilience et de durabilité, qui a été mise en place suite aussi à l'épidémie de Covid et suite à la distribution, à l'allocation spécifique de droits de tirage spéciaux qui avait été faite par le Fonds monétaire international en septembre 2021. L'idée étant de rediriger une partie de ces droits de tirage spéciaux qui a bénéficié en fait aux pays riches vers les pays qui en ont le plus besoin et qui sont capables d'engager des réformes en termes de résilience, notamment par rapport aux effets du changement climatique, ici, bien sûr, vous avez la forêt, la préservation des espaces verts, etc. Alors, parlons maintenant des efforts que la Banque centrale doit fournir pour limiter l'inflation et juguler un peu la pression qu'il y a sur le marché de change. Le FMI a fait des décaissements, 6 décaissements au total, qui font un total d'au moins 1,5 milliard. Et cet argent a conforté les réserves de change au niveau de la Banque centrale du Congo. N'est-ce pas là un moyen pour la Banque centrale du Congo de puiser dans ses réserves et intervenir sur le marché des changes pour essayer d'équilibrer la masse monétaire en circulation en ce qui est des devises et des francs congolais? Quel conseil vous donnez justement à la Banque centrale sur ce point?
Alors, l'augmentation des réserves de change détenues par la Banque centrale, d'abord, c'est une très bonne nouvelle. Ça permet à la Aujourd'hui, on est à 6,1 milliards. On approche, oui, c'est ça, les 6 milliards, alors qu'on était, il y a 3 ans, à moins d'1 milliard de dollars. Justement. Donc, cette augmentation, c'est une très bonne nouvelle parce que ça donne les moyens à la Banque centrale, en cas de choc extérieur, des moyens de résister, des moyens d'avoir quelques armes pour résister à un choc extérieur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les réserves de change ne sont pas de facto un moyen, un outil de politique monétaire. C'est plus une assurance. C'est-à-dire, si je comparais, les réserves de change, c'est les camions d'eau que remplissent les pompiers pour le jour où il y a un grand feu, pouvoir vite envoyer les camions et ce feu n'est pas encore là. Essayer d'éteindre. Et cet incendie n'est pas encore là. Si, alors que l'incendie n'est pas là, vous envoyez les camions en disant on va arroser préventivement parce qu'il y a quelques pressions à droite à gauche, le jour où il y a un grand feu, vous n'avez plus ces réserves, ou elles peuvent partir très vite. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une assurance, c'est un moyen d'action en cas de choc externe majeur pour la Banque centrale, mais ce n'est pas un instrument. Il serait vain de croire que en intervenant tous les jours ou toutes les semaines sur le marché d'échange, en mettant des dollars à disposition, la Banque centrale permettrait de réapprécier le taux de change et de diminuer par ce fait les pressions inflationnistes. Vraiment, la Banque centrale a d'autres instruments pour cela, qu'elle utilise. Je ne vais pas entrer en détail parce que c'est un peu technique, mais c'est l'émission de bons à court terme pour assécher les liquidités excédentaires. C'est ce genre d'instrument. C'est ce qu'elle fait. C'est les taux d'intérêt. C'est ce qu'elle fait de façon régulière, toutes les semaines. Oui. Mais encore une fois, ce qui est très important, c'est la coordination avec la politique budgétaire. Vous ne pouvez pas demander à la Banque centrale de juguler les pressions inflationnistes si en même temps elle a affaire à une grosse dépense budgétaire dont elle n'était pas prévenue, qui n'était pas prévue dans les plans de trésorerie et qui va alimenter ces pressions inflationnistes et ces pressions sur le taux de change via des liquidités qui arrivent soudainement sur le marché. Donc c'est très 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 important, encore une fois, qu'il y ait une coordination presque quotidienne en termes de prévision et d'adaptation à la réalité des plans de trésorerie, des plans d'engagement budgétaire. On en revient au problème de la dépense. Auditeurs et internautes de Radio Kapi, merci de votre confiance à cette interview spéciale que nous avons avec le représentant résident du FMI en RDC. Gabriel Leost répond à nos questions au sujet du programme triennal que la RDC avait avec le Fonds monétaire international. Ce programme qui a pu bénéficier de l'appui de 1,5 milliard du Fonds monétaire pour les besoins de balance de paiement de la RDC. C'est autour de cela que nous menons cette entrevue exclusive. Monsieur Gabriel, les conclusions de ce rapport disent que les perspectives économiques en RDC restent favorables, mais elles sont sujettes à des risques significatifs orientés vers le bas. Cela requiert la poursuite des politiques prudentes et un renforcement des efforts, des réformes dans le cadre budgétaire et monétaire. On constate qu'à chaque fois, vous assencez, mais il y a un petit bémol pour alerter qu'il y a quelque chose qui n'est pas du tout correct et rattaché à cette performance-là. Comment comprendre le fait que les perspectives soient favorables, mais elles sont un peu tirées vers le bas? Comment comprendre cela? Alors, ce qu'on a voulu mettre en exergue, surtout, c'est les risques. Vous avez, malheureusement, nous vivons globalement dans un monde extrêmement risqué, et particulièrement pour la République démocratique du Congo, qui a énormément d'avantages, énormément de points positifs, mais qui peut faire face à des chocs importants. Je prendrai un exemple. Le secteur minier, les exportations de produits miniers. On sait très bien que la RDC est un pays extrêmement riche. Son sous-sol est un des plus riches ou le plus riche dans le monde, avec des minerais en plus qui sont essentiels pour l'avenir, pour la transition énergétique. Et face à ça, on voit
la volatilité parfois extrême des prix des matières premières. On voit actuellement le cuivre plutôt à un niveau élevé, en tout cas favorable pour la RDC. Par contre, on a vu le cobalt qui a perdu énormément de sa valeur depuis 2 ans. Donc ça, c'est très difficile à anticiper. Et donc, c'est un des risques. Et face à ça, un des conseils, et les autorités y travaillent, c'est à la fois d'améliorer les outils de prévision pour mieux anticiper la volatilité, la variabilité des recettes budgétaires en lien avec le secteur minier. Et deuxièmement, c'est aussi justement de tenir compte de cette volatilité en ayant un cadrage macroéconomique qui se fasse en tenant compte de ce secteur minier, c'est-à-dire on fait un cadrage macroéconomique, notamment un solde budgétaire hors secteur extractif. L'idée à terme, dans un monde idéal, ce serait que les années exceptionnelles en termes de recettes issues du secteur minier, on puisse en garder une partie pour les utiliser les années... pour les générations futures. Par exemple, ou pour l'année où le marché va se retourner et va être moins favorable. Ce n'est pas facile parce que face à ça, et je le comprends parfaitement, on vous dit oui, mais quand on a une bonne année, dans un pays où on a autant de besoins que la RDC, on l'a dit, en infrastructure, en dépenses sociales, éducation, santé, les problèmes humanitaires, les problèmes des réfugiés et le problème des conflits armés à l'Est. Comment dire, on a une petite manne financière, il faut la garder peut-être pour l'année prochaine qui sera moins favorable. Donc là, c'est vraiment des éléments compliqués, mais à terme, il faut évoluer vers ça pour diminuer les risques macroéconomiques. Gabriel Leost, vous arrivez pratiquement à la fin de votre mandat en RDC, mais vous avez le privilège de commencer ce programme de 3 ans, le programme du gouvernement congolais qui est soutenu par le FMI à travers le programme La Facilité élargie de crédit. Vous l'avez pratiquement parrainé de bout en bout, juillet 2021, juillet 2024. Et vous êtes en train de partir. Quelle analyse feriez-vous aujourd'hui de la situation macroéconomique de la RDC et peut-être dire un mot sur les perspectives maintenant que vous êtes en train de quitter la RDC? Déjà, merci beaucoup. Effectivement, j'ai eu la chance, je considère ça comme une chance, d'arriver au moment en fait, où on a commencé les discussions pour ce programme et d'arriver à la fin de mon mandat une fois qu'on a terminé le programme. Donc j'ai pu voir comment ça s'est passé. Les différentes revues. Les différentes missions qui sont venues sur le terrain. Exactement, les missions qui sont venues sur le terrain. Et aussi, je vous en ai parlé tout à l'heure, les assistances techniques. C'est quelque chose qui est peut-être moins connu de vos auditeurs. Mais pour vous donner une idée, sur cette période de 3 ans, j'ai comptabilisé que nous avons eu plus de 100 missions d'assistance technique. Les assistances techniques, ce sont soit des spécialistes qui viennent du siège à Washington, soit d'autres spécialistes qui viennent. Nous avons un centre régional basé au Gabon, Afritac Centre, et qui viennent régulièrement, et que ce soit au ministère des Finances, au ministère du Budget, à l'Institut des Statistiques, à la Banque Centrale, etc., dans des domaines extrêmement variés, vraiment pour travailler avec, au niveau technique, avec tous les techniciens des différents ministères, de la Banque Centrale, etc., pour essayer d'améliorer les choses. Donc, votre question, ce serait un peu présomptueux, vous savez, même après 3 ans à passer à travailler quotidiennement sur la RDC, de dire, que je comprends toute la RDC. C'est un pays tellement vaste, tellement compliqué, tellement complexe. Donc je n'aurai pas la présomption de donner mon avis sur tout ce qu'il faut faire. Mais la petite leçon que vous avez apprise pendant votre séjour? Écoutez, que rien n'est impossible au Congo, que la République démocratique du Congo, tout le monde le dit, a des ressources gigantesques, mais je ne les limiterai pas au secteur minier et puis à ces terres arabes qui sont sous-exploitées aujourd'hui, à son potentiel énergétique. On parle aussi du futur développement d'Inga, etc., qui est encore sous-exploité. Mais au-delà de ça, ces ressources humaines. Plus de 100 millions de personnes extrêmement jeunes, travailleuses, qui ne demandent qu'à être formées, qu'à travailler et pour devenir une grande puissance économique. Donc on en revient à des sujets que nous avons abordés déjà depuis le début de notre entretien. Justement. La diversification de l'économie. Ça résoudrait énormément de difficultés à la fois, parce que la diversification économique, ça voudrait dire plus de croissance, plus d'emplois,
plus de recettes budgétaires. Donc ça, c'est le côté budgétaire. D'un point de vue, on parlait des problèmes de pression sur le taux de change, des problèmes de la dollarisation de l'économie, des pressions sur le taux de change et l'inflation. Si vous avez plus de diversification, plus de production nationale, petit à petit, ces pressions aussi disparaîtront. Donc voilà, difficile de faire un bilan, mais la République démocratique du Congo est un pays gigantesque, avec un potentiel gigantesque. Quand on est à Kinshasa, on voit passer ce grand fleuve Congo devant cette ville. Et magnifique. Je crois qu'il est à l'image du pays, extrêmement puissant, mais peut-être encore pas assez exploité. Alors, un mot de revoir à ces millions d'auditeurs et internautes de Radio Kapi qui vous écoutent. Sinon, merci pour le plaisir que vous nous avez fait en venant dans ce studio de Radio Kapi pour qu'on essaie de revenir sur les contours du programme que vous avez conduit de bout en bout 2021-2024. Sinon, merci Gabriel Leost. C'est moi qui vous remercie encore une fois. Je suis vraiment très heureux d'avoir donné cette dernière entrevue avant de quitter mes fonctions à Radio Okapi, compte tenu de son histoire et de l'importance de ce média. Donc, merci beaucoup encore une fois. Merci Gabriel Leost et merci à vous, auditeurs et internautes de Radio Okapi. Cet entretien spécial avec le représentant pays du FMI qui a tourné autour du programme triennal que le gouvernement de la RDC avait avec le FMI, le programme qui a commencé en juillet 2021 et qui est terminé en juillet 2024. Ce programme est terminé. Vous en avez eu quelques détails dans cette entrevue avec M. Gabriel Leost, le désormais ancien représentant résident du FMI à Kinshasa, au Congo. Il retourne à la maison mère à Washington, c'est ça? Tout à fait. Et nos chemins se croiseront peut-être quelque part. Une partie de mon cœur et de mes pensées resteront ici à Kinshasa. Merci beaucoup et c'est la fin de cette entrevue. Merci à vous de nous avoir suivis.